La réforme de la fraude fiscale, on a compris, tout le monde est d'accord, c'est 80 milliards par an, c'est l'argument phare qui est invoqué par l'administration, par la justice, par les journalistes, symphoniquement. Tout le monde a compris. Bon, au nom de la crise, est-ce qu'il est possible de faire tout et n'importe quoi? Évidemment non, et surtout pas sur le dos des libertés publiques. C'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Alors, première chose, cette réforme de la fraude fiscale, c'est tout d'abord la création du délit de bande organisée, de fraude fiscale en bande organisée. Alors, deux choses, deux conséquences. La première, c'est que ce régime permet d'avoir recours au stade de l'enquête aux instruments de coercition de la loi Perben 2, ce qu'on appelle les techniques spéciales d'enquête. Techniques spéciales d'enquête, pour ne citer que la surveillance, évidemment la garde à vue de 96 heures, perquisition de nuit, les interceptions de correspondance téléphonique, les sonorisations, fixations d'images de certains lieux et véhicules, captation de données informatiques et évidemment saisie conservatoire du patrimoine mobilier, immobilier. Bref, tout ce qui avait initialement été prévu pour lutter contre la criminalité organisée. Voilà ce qui est en train de se passer. Comme Vincent l'a rappelé, une saisine du Conseil constitutionnel est en cours sur pas mal de fondements, notamment celui de la disproportionnalité qui me paraît le plus intéressant. On pourra sans doute en dire un mot tout à l'heure sur les fondements qui sont invoqués. Je suis assez d'accord avec toi sur la pertinence des fondements. Voilà. Est-ce que c'est proportionné, disproportionné? Le problème, c'est qu'au nom de la crise, aujourd'hui, tout est possible. Voilà, c'est le premier constat. Deuxième conséquence, pour ce problème, pour ce critère de bande organisée. C'est en réalité, qu'est-ce que c'est la bande organisée? C'est la personne mise en cause et en réalité son avocat. C'est-à-dire que la grande crainte qui est exprimée depuis quelque temps, non seulement par la CE et d'autres organismes syndicaux de défense des droits des avocats, mais également par les avocats fiscalistes, c'est que c'est précisément l'avocat fiscaliste qui est dans la ligne de mire du législateur. Bande organisée, l'avocat et son fiscaliste qui ont fait un montage, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un tabou, ça l'a été pendant des décennies, l'administration ne cache plus qu'elle souhaite confondre les notions de fraude fiscale et d'optimisation fiscale. Alors c'est un problème terrible. L'optimisation fiscale, c'est l'essence même du métier de fiscaliste. Retirer cette prérogative, c'est faire de l'avocat fiscaliste un espèce de préposé au paiement de l'impôt qui dénature complètement son métier. Et puis c'est cette présomption qui fait peser sur l'avocat nécessairement, comment tu disais Vincent dans ton article de la Gazette, puisque la rémunération de l'avocat est nécessairement la rémunération du crime. Oui, l'honoraire et la rémunération du crime. Voilà. Mais ce n'est pas de moi, c'est d'un magistrat instructeur. Ah bah, encore mieux. L'expression était entre guillemets. Bon. Alors, à ce mélange, donc... C'était une citation. Réforme. Ah bon, je crois que c'était de toi. Je pensais. Non. Je suis déçu du coup. À ce mélange, donc, réforme de la fraude fiscale, Perben 2, rajouter le troisième élément qui est l'OPSI, troisième élément, aliment quasiment qui est l'OPSI. Les avocats ont loupé l'OPSI. 2010, le problème de la saisie pénale est un problème monstrueux. Nous commençons à avoir des arrêts et des... Pire que cela, des saisies qui vont devenir, à mon sens, de plus en plus systématiques. C'est-à-dire qu'au stade de l'enquête, l'enquêteur, donc l'OPJ dans certains cas, le procureur dans d'autres cas, évidemment dans le cadre de l'information, mais là rien de nouveau, dans le cadre de l'enquête, il est possible de saisir le patrimoine de la personne mise en cause. Saisine du patrimoine. Alors, il y a évidemment des conditions qui sont fixées, c'est un peu technique de revenir dedans, mais enfin, saisine, selon les cas de figure, par exemple, pour un compte en banque saisi, il y a une condition de
de saisine par l'OPJ qui doit être confirmé par le JLD dans les 10 jours, encore qu'il faudrait qu'une notification ait été faite aux parties, et après, on n'a plus qu'à aller pleurer devant la chambre de l'instruction. Connaissant les délais d'audiencement dans la chambre de l'instruction, voilà, on n'a plus grand-chose à faire dès lors que le patrimoine est saisi, qu'on va récupérer 6 mois plus tard sans doute, mais le mal est fait. Le patrimoine saisi, c'est la personne à la rue, présumé innocent qui est à la rue. Alors c'est un problème assez compliqué parce que avec la bande organisée où l'avocat fiscaliste est visé, il y a une question qui se pose, qui n'a pas été encore traitée, mais qui est celle de la saisie du patrimoine du cabinet d'avocats. Est-ce qu'on imagine demain Francis Lefebvre saisi? Enfin bon, je donne un nom, mais ça pourrait être un autre... c'est juste pour marquer les esprits, saisie du patrimoine parce qu'il y aurait eu un soupçon. Hein, en matière de fraude fiscale, on est simplement sur le soupçon de fraude qui déclenche l'enquête. C'est terrible. Deuxième problème de cette loi sur la fraude fiscale, c'est la création du lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, un délateur immunisé, toute personne qui aurait connaissance d'une infraction. Alors, on a cru que c'était toute personne qui aurait connaissance d'une infraction de fraude fiscale, mais c'est pire que ça. Non, c'est toute infraction. Toute infraction peut balancer, doit balancer, enfin peut balancer, on va dire, sans être inquiété, ni de poursuite pénale, typiquement pour dénonciation calomnieuse, ni pour une sanction au travail, c'est licenciement. Voilà. C'est-à-dire qu'on a introduit dans la loi sur la fraude fiscale une disposition déjà scandaleuse en soi qui vient réinstaurer une pratique qu'on croyait disparue depuis 60 ans, réinstaurer de manière analgésique, hein, tout à fait, tout le monde est endormi, la délation en France. Voilà. Et non seulement on vient réinstaurer la délation, mais le culot qui est poussé à son paroxysme, c'est que ça ne concerne, on fait croire que ça concerne la fraude fiscale, mais le texte ne dit pas fraude fiscale, il dit tout crime ou délit. Dénonciation de tout crime ou délit, impossibilité de poursuite, dès lors que la personne est de bonne foi, évidemment, mais imaginez. Mais bon, soyons clairs, ce texte, qui est donc devant les sages aujourd'hui, s'il demeure, va mettre le feu à toutes les relations existantes en société, dans les entreprises elles-mêmes. Voilà le salarié qui veut une augmentation et qui commence à faire du chantage à son patron parce qu'il a des informations qui menacent de balancer, sans aller à l'employé, le simple stagiaire qui veut un boulot, le concurrent qui veut planter son concurrent, et pourquoi pas la maîtresse ou la femme qui veut divorcer. C'est toutes les relations en société qui sont concernées dans un texte qui, en apparence, relevait de la fraude fiscale. Voilà, donc mon attention voulait être portée sur ce cocktail empoisonné. Nous avons évidemment de belles avancées, mais la France... non. Est-ce que l'Union européenne devient le simple garde-fou de la France? Est-ce que la France est capable d'arriver à des conclusions auxquelles nous voudrions arriver? Eh bien, on en reparlera tout à l'heure si vous le voulez bien. Merci, c'est vague.